Jean-Pierre, tu as la Très parole. bien. Oui, parfait. Merci Frédéric. Bon, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Bienvenue. Merci Frédéric et Colette de me donner donc cette opportunité de vous parler d'un sujet qui maintenant, enfin, m'a toujours intéressé, même si au début de ma carrière, je ne travaillais pas dessus. Mais même avant d'être enseignant-chercheur, lorsque j'étais étudiant, j'étais très très intéressé par le sol, mais je dois le dire, j'avais été un petit peu déçu par le type d'enseignement qu'on recevait à l'époque. On ne nous parlait pas du tout de sol vivant. Et pour moi, un sol devait être vivant. Alors, je suis parti sur autre chose au début. Je suis parti justement sur la biodiversité, donc rien de plus vivant, j'ai envie de dire. Et puis, depuis quelques années, je me suis rendu compte qu'il était important de travailler sur les sols vivants. Moi, je n'avais jamais cessé de m'y intéresser, même si je ne le montrais pas au travers de mes activités professionnelles. Mais là, depuis quelques années, mettons une dizaine d'années, euh, j'ai décidé de travailler justement sur cette question des sols vivants en agriculture. Et c'est vraiment important parce que en agriculture, lorsqu'on a un sol qui fonctionne bien, un sol vivant, ça facilite le travail. Alors c'est pas simple, hein, il faut acquérir quelques connaissances, mais ce soir forcément, je vais faire un exposé très succinct, très rapide. Je vais aborder des notions de base pour que tout le monde puisse suivre. Et je vous propose d'abord de vous dire pourquoi est-ce que les sols sont essentiels. Ensuite, enfin cela en plusieurs points. Et après, je vais vous parler un petit peu du fonctionnement du sol naturel. Je me suis fait un petit plan de l'impact des pratiques agricoles sur les processus naturels dans un sol qui fonctionne normalement. Et je vais vous parler enfin de pratiques une agriculture, les agricultures alternatives qui essaient justement de mettre en place des sols vivants. Alors, pourquoi est-ce que les sols sont essentiels aujourd'hui pour l'humanité? Bien, tout simplement, si on mange tous les jours, c'est grâce à l'activité des plantes, à la photosynthèse en fait. L'essentiel de la vie sur Terre, à 99%, même à plus de 99%, elle provient de l'activité végétale, donc de la photosynthèse. Il y a une autre voie qui est la chimiosynthèse que l'on trouve au fond des océans. Bon, oublions, pour ce qui nous intéresse, on peut dire qu'il n'y a que la photosynthèse qui est à l'origine de notre alimentation, même si quelqu'un qui n'aime pas manger des fruits et légumes, qui ne mange ou qui ne mangerait que de la viande, il existe des personnes qui sont 100% carnivores, quand bien même elles existeraient, elles ne pourraient se nourrir que grâce à la photosynthèse, puisque les animaux, euh, à la base, ne peuvent se nourrir d'autres animaux qui, eux, ont mangé des plantes, quoi. Voilà, donc c'est vraiment à la base de notre alimentation et à la base de l'alimentation des animaux, que ce soit des consommateurs primaires ou des consommateurs secondaires, c'est-à-dire des prédateurs. Deuxième rôle important, le sol joue, enfin les sols naturels et même cultivés, un rôle essentiel dans le cycle du carbone. Le carbone, c'est un atome qui navigue entre plusieurs compartiments sur la surface terrestre, mais grosso modo, entre le sous-sol, la surface du sol sous forme de plantes vivantes, et, enfin plantes vivantes, et puis leurs débris, y compris leurs débris, enfin, la nécromasse en général, donc la biomasse morte des plantes et des animaux, mais aussi l'atmosphère. Et dans l'atmosphère, le carbone est essentiellement sous forme de CO2, et vous savez qu'on nous en parle de plus en plus depuis quelques années, puisque c'est le principal gaz à effet de serre de l'activité anthropique, hein, comme on dit, de l'activité des hommes, euh, de la combustion massive ou des énergies fossiles. Mais le carbone peut être sous d'autres formes que le CO2, par exemple le méthane. Et là, le méthane est comme le gaz carbonique CO2, a une origine naturelle, mais aussi il est amplifié par des activités d'origine anthropique. Troisième point qui fait que les sols jouent un rôle très très important, c'est le réservoir de biodiversité. 25% à peu près des espèces décrites, aujourd'hui connues par la science, vivent dans le sol. Alors essentiellement, on pense aux vers de terre, parce que c'est ce qu'il y a de visible. On nous parle tous les jours des micro-organismes, mais
toute une panoplie d'invertébrés entre les micro-organismes et les vers de terre. Bon, des colamboles, des micro-arthropodes, hein, pour faire simple, et des micro-invertébrés comme les nématodes, les amphitrhéides, qui sont des cousins des vers de terre dans les sols très acides. Bon, voilà, il y a énormément de biodiversité. Euh, D'ailleurs, pour que pour vous fixer un petit peu les idées, sachez que sous un mètre carré de sol très vivant, d'une prairie naturelle par exemple, très riche en matière organique, il y a plusieurs centaines, même plusieurs milliers de kilomètres d'ifs, donc de filaments de champignons, sur plusieurs décimètres d'épaisseur, mais sous un seul mètre carré de sol. Ne parlons pas de la quantité de bactéries, autant d'actinomycètes qui sont des organismes entre les bactéries et les champignons. Il y en a infiniment plus, puisque là, lorsque l'on parle d'un seul gramme de sol, on a l'habitude de dire qu'il y a jusqu'à 1 milliard, il peut y avoir 1 milliard de bactéries. Autant d'actinomycètes. Bon, à peu près 1000 fois moins de protozoaires, qui sont les premiers animaux qui se nourrissent justement de bactéries. Il y en a 1000 fois moins, mais ceci dit, 1 million, c'est déjà beaucoup, et tout ça dans un seul gramme de terre. Voilà. Ce qui fait que, pour finir avec ce type d'image, on a l'habitude de dire que dans une poignée de sols vivants, il y a davantage d'organismes que d'êtres humains sur Terre. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose de complètement colossal, quoi. Voilà. Alors, comment fonctionne un sol naturel? D'abord, on va le décrire. On va le décrire, il faut bien réaliser qu'un sol naturel, c'est un écosystème vivant, dynamique, mais il faut commencer par décrire sa structure. Et c'est une structure physique. Mais les caractéristiques de cette structure physique vont déterminer quelque part sa richesse chimique. Et finalement, ces caractéristiques physiques, chimiques, vont déterminer la quantité de vie qui pourra exister dans ce sol. Donc finalement, ça va déterminer aussi les caractéristiques biologiques de ce sol. Alors je reviens aux caractéristiques physiques. On parle des constituants du sol. Et les constituants du sol, ils sont de trois types, hein, de trois catégories essentiellement, dans un sol meuble, hein, au-dessus de la roche mère. Eh bien, ce sont les sables, des plus grosses particules aux plus petites. Bon, je vais commencer par les sables. Vous avez tous vu qu'il y a des cailloux enfin, souvent dans un sol agricole, il y a des cailloux, mais là, on est au-dessus du centimètre, voire peut être au-dessus du décimètre, mais on ne parle pas, on n'a pas l'habitude de dire que les cailloux sont des constituants essentiels des sols. Parmi les constituants essentiels et toujours présents, vous avez des sables en dessous de 2 millimètres. Vous avez des sables grossiers, des sables fins. En dessous des sables, vous avez des limons. Donc deuxième catégorie après les sables, les limons. Pareil, limons grossiers, limons fins. Et en dessous des limons fins, les argiles. Et là, les argiles, c'est en dessous de 2 microns. Voilà les cinq, ou les trois grandes catégories, mais vous avez entendu, il y a des sables grossiers, sables fins, limons grossiers, limons fins, et les argiles. Il y a différents types de sable, différents types de limons, différents types d'argile. Je vous ai donné juste les limites supérieures, inférieures, hein, 2 mm, 2 microns. Je vous donne pas les limites entre les deux. Mais sachez que ce sont des catégories de taille qui font dire que ces particules sont des sables, d'autres particules des limons, d'autres particules des argiles. Ce ne sont pas, ce n'est pas la nature minéralogique. Ce qui fait que on a l'habitude de dire qu'en dessous de 2 microns, ce sont les argiles granulométriques. Mais dans les argiles granulométriques, il y a les vraies argiles, donc des argiles minéralogiques. Et parmi les argiles minéralogiques, il y a des bonnes argiles, des mauvaises argiles. Donc les bonnes argiles vont plutôt faire des sols très fertiles, mais il faudra d'autres caractéristiques pour que effectivement le sol soit fertile. Et puis, il y a des argiles de mauvaise qualité. Bon, voilà. Sachez qu'ici dans la région, c'est un mélange un petit peu d'argiles de bonne qualité, montmorillonite, et d'argiles de mauvaise qualité de type illite.
Qu'est-ce qui fait dire que ce sont des bonnes argiles, des mauvaises argiles? C'est leur surface d'échange, parce que les argiles, ce sont des feuillets, donc c'est la surface d'échange avec le milieu extérieur. Donc ça va être la capacité à offrir des surfaces de fixation aux éléments chimiques. Bon, si vous voulez, la qualité des argiles, ça va déterminer la taille du frigo, hein, puisqu'il faut bien considérer que le sol, je vais bien maintenant arriver à la partie chimique, le sol, c'est un réservoir d'éléments chimiques pour nourrir les plantes. Et les argiles de bonne qualité vont pouvoir stocker davantage d'éléments chimiques, de nutriments pour les plantes, que des argiles de mauvaise qualité. Argile de mauvaise qualité, la kaolinite aussi, là c'est la plus mauvaise des argiles. La kaolinite, vous la connaissez tous, même si c'est pas sous ce terme-là. Bon, ceci dit, c'est son terme normal, mais c'est l'argile dont on fait la porcelaine de Limoges. Voilà. Alors c'est une très bonne argile pour faire de la porcelaine, mais c'est pas du tout une bonne argile pour nourrir, enfin, stocker des éléments nutritifs pour les plantes. Voilà. Je disais que les argiles, ça ne suffit pas. S'il n'y a que de l'argile dans un sol, il va être très massif, très compact. Il sera impossible ce sera de la pâte à modeler et des racines ne pourront pas s'installer dans un sol qui serait uniquement constitué d'argile, parce que trop compact. Donc, il y a heureusement d'autres éléments, ceux que j'ai cités, des limons, des sables. Et dès qu'il y a du sable dans un sol, même s'il y en a peu, de suite, ça allège un sol. Et une autre façon d'alléger un sol, c'est d'incorporer de la matière organique dans un sol. Et là, du coup, on retrouve un petit peu ce que je disais tout à l'heure à propos du carbone. Le carbone navigue entre le sous-sol, le sol, les éléments vivants à la surface du sol, vivants morts, et l'atmosphère. Eh bien, le carbone dans le sol cultivé, sous forme d'humus, ça permet d'alléger un sol. Voilà. C'est très important de donner de la souplesse à un sol argileux. Les agriculteurs connaissent très très bien les inconvénients d'un sol trop argileux, mais il faut bien réaliser qu'un sol très argileux a un potentiel énorme, sauf qu'il faut qu'il s'exprime, mais il a un potentiel énorme pour devenir un très bon sol cultivé, à condition qu'il soit meuble, suffisamment meuble. Et pour cela, je le répète, il faut du sable. Grossier pas trop parce que ça fait des sols battants, je vais y revenir. Mais il vaut mieux des limons plutôt fins que grossiers. Ils participent à la souplesse au sol, à donner, oui, de la souplesse, à donner une certaine capacité de rétention d'eau aussi. Parce que si vous n'avez qu'un sol, on dit toujours que l'argile permet de retenir l'eau dans un sol. Oui, c'est vrai, mais pas l'argile toute seule. Il faut de l'argile mélangée avec des limons. Voilà. Euh, du coup, j'ai perdu le fil. Bon, voilà, j'ai décrit les principaux éléments minéralogiques ou minéraux qui constituent un sol. Ce sol, du coup, vous avez Excuse-moi, il y a un compris. micro qui est ouvert. Thierry, tu peux couper ton micro? Je crois que c'est Thierry. Ouais, ok, mais je te. Du coup, vous avez le sol, c'est un mélange de particules minérales et de particules organiques. Il faut tout cela. Si vous voulez, l'idéal, c'est trois tiers. Un tiers de sable, un tiers de limon, un tiers d'argile. Et là, vous avez une bonne texture. Et encore faut-il qu'il y ait un minimum de matière organique dans ce sol. On a l'habitude de dire qu'il faut entre 3 et 5% de matière organique dans un sol pour que Ouais, c'est bien, tiens. il ait une bonne fertilité pour les... Voilà. Je reviens à une autre caractéristique des matières organiques très très importante. Les matières organiques évoluées, c'est-à-dire l'humus. L'humus permet d'améliorer la taille du frigo, donc d'améliorer la capacité d'un sol à stocker des éléments chimiques pour nourrir les plantes. Voilà. Et je n'ai pas encore parlé de deux constituants. Enfin si, j'en ai parlé de un, j'ai parlé de l'eau. Alors, je vais pas parler du dernier constituant très très important dans un sol. Et moi, j'ai l'habitude de dire qu'on oublie ce type de carence, parce qu'on peut parler de carence, ça va vous surprendre. C'est l'air. Très souvent, on ne réalise pas que le sol peut être carencé en air.
Et tout simplement, c'est un manque de macroporosité. Il y a 3 types de porosité dans un sol. Tout simplement, la micro, la méso, la macro. La macroporosité, c'est au-delà de 50-60 microns. Ça permet à l'air de circuler. Lorsque on traverse une période très très pluvieuse avec énormément de pluie, cette macroporosité finit par ne plus être occupée par de l'air, mais être occupée par de l'eau. Mais une fois qu'un sol s'est ressuyé, ben, cette macroporosité est à nouveau occupée par de l'air. Puis vous avez de la mésoporosité, donc entre 60 microns et 0,2 microns. Cette porosité de taille intermédiaire, on va dire, même si elle n'est pas visible à l'œil nu, elle permet de retenir l'eau, même lorsqu'un sol a fini de se ressuyer, il y a toujours de l'eau dans cette mésoporosité, mais elle n'est pas retenue de façon trop forte. Ça veut dire que les plantes vont être capables de récupérer cette eau pour s'alimenter lors de périodes sans pluie. Et en dessous de la mésoporosité, c'est la microporosité. Là, il y a toujours de l'eau parce que les forces électriques du sol retiennent cette eau très très fortement. Et donc, le sol a toujours de l'eau dans cette microporosité, on ne peut pas l'enlever. Voilà. Je reviens à un sol normalement constitué. Réalisez bien que, en moyenne, on dit qu'il y a 50% d'air dans un sol ressuyé. Dans un sol bien constitué, sur ces 30 premiers centimètres, il y a 50% d'air. Et c'est nécessaire pour que donc de vide qui vont permettre aux racines de s'installer dans ce sol et d'aller puiser les éléments minéraux stockés par les argiles, par l'humus, donc la matière organique évoluée. Voilà. Ce sol, vous commencez à en avoir une bonne image là, il repose sur une roche-mère. Et c'est l'altération par des procédés physico-chimiques et d'ailleurs j'ai une diapo. Alors, excusez-moi, j'ai oublié de passer les diapos, mais là, je vous laisse le temps de lire un petit peu. Et je suis en train de parler de l'altération de ce que vous avez en bas, la roche-mère, qui va générer justement les argiles, les limons, les sables, qui vont se mélanger à la matière organique, fraîche, particulière, parce qu'elle est fragmentée, puis humus, c'est-à-dire la matière organique évoluée. Et ce que vous avez au milieu, c'est ce que l'on appelle classiquement le complexe argilo-humique. Alors maintenant, il ne faut plus trop l'appeler complexe argilo-humique, il vaut mieux parler de complexe adsorbant. Bon, c'est pas bien grave si on continue à dire complexe argilo-humique, c'est un mélange d'argile, d'humus, mais aussi de sable et de limon. Le voilà à droite, à différentes échelles, et vous voyez les petits ronds de toutes les couleurs, ce sont les nutriments dont les plantes se nourrissent. Voilà. Euh, Voilà, donc là, vous avez un équilibre effectivement entre le monde abiotique, minéral et les éléments climatiques, et le monde organique, vivant et mort. Et tout ça, ça fait qu'un sol fonctionne et qu'il est important de maintenir ces 3 fertilités en équilibre, fertilité physique, chimique et biologique en équilibre. Bon, pour une bonne structure du sol, vous voyez, pour que l'humus et l'argile s'associent bien l'un à l'autre, il est important, mais là ça commence à devenir un petit peu trop technique, je vais peut-être pas aller beaucoup plus loin que ça. Il est important qu'un sol soit suffisamment riche en calcium et en carbone organique. Ce sont vraiment des éléments, des ingrédients clés pour la structure du sol. Et on a tendance à oublier l'importance du calcium apporté par le chaulage. Mais le chaulage sert à remonter le pH d'un sol, alors que ça n'est pas le calcium qui fait le pH d'un sol, hein. Ça, il y a très souvent cette confusion dans l'esprit d'énormément de personnes. Le calcium ne fait pas le pH d'un sol, ce sont les carbonates qui font le pH d'un sol. Et le calcaire, avec lequel on fait la chaux, c'est du carbonate de calcium. Et justement, ce sont les carbonates qui modifient le pH, mais pas du tout le calcium. Le calcium, néanmoins, est indispensable pour lier les argiles et les humus, avoir une structure floculée, comme on dit, et un sol aéré, quoi. Voilà. Lorsqu'on a un sol qui fonctionne bien, eh bien, vous voyez là l'ensemble des services écosystémiques qui ont été identifiés par la FAO, donc les Nations Unies. En vert, je vous ai entouré les services écosystémiques
de sols qui fonctionnent bien, ou oui, on va voir ceux qui n'ont pas encore été entourés. Et ces services écosystémiques découlent appartiennent à 4 grandes catégories de services écosystémiques. On ne les a pas vus précédemment, mais en tout cas, je vous laisse les lire cela. Vous voyez, fourniture d'aliments, de fibres de combustible, séquestration de carbone, j'en ai un petit peu parlé, purification de l'eau, réduction des contaminants du sol, régulation du climat, justement en enlevant du CO2 de l'atmosphère et en le stockant dans le sol sous forme d'humus. Cycle des éléments nutritifs, j'en ai rapidement parlé, dont les plantes ont besoin et les animaux se nourrissant des plantes, etc. Habitat pour une multitude d'organismes, j'en ai un petit peu parlé. Régulation des crues, là aussi, je l'ai rapidement abordé. Et puis, les autres, ce sont des services écosystémiques autres qui sont déconnectés de la notion de sol vivant. Mais pour revenir à ceux qui sont entourés en vert, eh bien, ce sont des services écosystémiques qui seront favorisés par une restauration de la fertilité endogène des sols, par la régénération des sols agricoles. Et une fois que ces sols agricoles sont régénérés, eh bien effectivement, l'agriculteur voit son travail facilité parce que euh, il n'a pas besoin d'apporter autant d'engrais que lorsqu'il avait des sols peu régénérés ou non vivants. Bon, je caricature un petit peu, mais honnêtement, c'est ça, hein. Je donne un chiffre pour les agriculteurs qui nous écoutent. Sachez que lorsque un sol perd un point de matière organique, alors il peut perdre ce point de matière organique sur une dizaine ou une vingtaine d'années, mais il faut bien réaliser que cette perte de matière organique, correspondant à un point de moins dans l'analyse que l'on reçoit du labo, mettons lorsqu'un sol passe de 2% à 1% de matière organique, eh bien, il a donné à l'environnement, enfin, il a libéré, donc les plantes, les cultures en ont profité ou pas, ça, ou n'en profité que d'une partie, mais il a libéré 2000 kilos d'azote. 2000 kilos d'azote à l'hectare. Hein, grosso modo, 1 € le kilo d'azote. Vous voyez un petit peu la richesse que représente, justement, la richesse économique, la valeur économique que représente la richesse d'un sol en matière organique. Et tout ça, ça se démontre, hein. Peut-être que ça peut en choquer certains, mais ça se calcule, c'est très facile à démontrer. Mais lorsqu'on perd un point de matière organique, ça veut dire que le sol a libéré à peu près 2000 kilos d'azote. Il a libéré à peu près aux alentours de 200-300 kilos de phosphore. Mais si on veut reconstituer ce point de matière organique, il faut accepter que le sol reséquestre pour fabriquer l'humus la même quantité d'azote, de phosphore et tous les autres éléments minéraux. Mais donc, vous Jean-Pierre, comprenez Jean-Pierre, bien. tu as indiqué les chiffres de 1 à 2% comme taux de matière organique. Oui. Quelle est la fourchette en général et éventuellement sur les sols de la Alors, région? d'accord. Alors, en grande culture, aujourd'hui, on a l'habitude de dire que les sols en grande culture en France tournent autour de 1 à 2%, allez, autour de 1,5% de matière organique en grande culture. En vigne, c'est moins que ça. En vigne, parce qu'il y a peu de résidus laissés au sol, souvent les sarments, les feuilles ne représentent pas grand-chose. Les sarments peuvent être enlevés pour être brûlés, pour lutter contre les maladies. Bon. Donc en vie, on peut être en dessous et on peut être à 1% de matière organique, parfois moins. Mais il existe des sols en grande culture qui sont à moins de 1%, eux aussi. En prairie naturelle, on va être à 2,5, 3, 3,5, 4 dans le meilleur des cas, de matière organique. Dans certains cas, on peut monter à 5, mais là, ça commence à devenir exceptionnel. Donc voilà, en grande culture, y compris dans la région, on va se situer autour de 1,5, dans les meilleurs des cas, 2. Voilà. Les Merci. apiculteurs qui commencent à s'en soucier et à reconstituer leur stock de matière organique sont arrivés et arrivent hein, à 2,5, 3, 3,5. Mais là, c'est très très rare. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Et sachez que parfois on entend, y compris dans le monde agricole, des professionnels de l'agriculture dire, bon, vous êtes à 2, dire aux agriculteurs, vous êtes à 2, 2,5, 3, oh, c'est largement suffisant. Non, il ne faut pas raisonner comme cela. Il faut raisonner en fonction de la teneur en argile.
je l'ai dit tout à l'heure, plus vous avez un sol riche en argile, plus vous devrez avoir de la matière organique en face pour que votre sol soit meuble. Et la proportion, le ratio entre argile et matière organique, idéalement, je dis bien idéalement, mais c'est faisable, des agriculteurs y arrivent, c'est un quart. Un quart de l'argile doit être sous forme de matière organique. Donc si vous avez 40% d'argile, alors là évidemment ce sont des sols très riches en argile, mais il en existe y compris dans la région. Donc un sol très riche en argile, 40% de matière organique, idéalement, devrait avoir sur les 20 premiers centimètres 10% de matière organique. C'est énorme. C'est énorme. Quand l'agriculteur il dit mais c'est pas possible. Et je comprends qu'il dit c'est pas possible. Parce qu'il est à 1,5, 2 au mieux. Donc, s'il est à 2, lui dire ben, il faudrait que votre sol il ait 5 fois plus de matière organique, c'est pas possible. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il dit. Et je suis assez d'accord avec lui d'ailleurs, hein. Mais là, je m'embarque dans des considérations un peu longues pour me faire comprendre si je dois tout expliquer. Euh, je disais tout. Allez, je vais essayer de le dire rapidement. Je vous disais tout à l'heure que si vous n'aviez que de l'argile dans un sol, vous ne pourriez pas le cultiver, en tout cas les plantes ne pourraient pas y mettre leurs racines parce que trop compact. Eh bien, lorsqu'on a un sol constitué à 40% d'argile, il est encore trop compact. Donc les agriculteurs, ils ont un petit peu de mal à faire de la biomasse et suffisamment de biomasse dans ces sols pour que cette biomasse sous forme de résidus, couverts végétaux ou résidus de culture, apporte suffisamment de matériaux carbonés et de matériaux à décomposer pour faire chaque année un petit peu plus d'humus et pour arriver à 3, 4, 5, j'ai dit tout à l'heure, 10% de matière organique. Ça semble impossible. Et je suis d'accord avec eux, lorsqu'on part de sols aussi contraignants parce que trop riches en argile, c'est très difficile de faire beaucoup de matière organique. Voilà, sur toute une rotation. Bon, c'est faisable, certains agriculteurs y arrivent, mais voilà. C'est plus facile de partir avec des teneurs en matière organique moins élevées, autour de 20%. Et là, quand je vous disais l'idéal, c'est 25% de matière organique par rapport à l'argile, c'est vraiment la teneur idéale. Réalisez bien que si vous êtes à 17%, c'est-à-dire le ratio matière organique sur argile, s'il est à 17%, argile sur matière organique, pardon. Non, c'est bien ça, oui, matière organique sur argile. Si au lieu de 25%, vous êtes à 17%, c'est déjà très bien. Voilà. Et à ce moment-là, ben, un sol à 20%, il faudrait faire le calcul. Allez, je me lance. Je le fais de suite. Si vous êtes à 20% de matière organique et que 17% doit être sous forme de matière organique, vous devez être à 3,4% de matière organique dans un sol à 20% d'argile. Et là, déjà, on se rend compte, bon, ça sera pas l'idéal, mais ce sera un sol qui commencera à bien fonctionner. Voilà. Bon, je vais peut-être quitter cette considération un petit peu technique, mais pour nos amis agriculteurs, là, je pense que c'est quelque chose qui leur parle. Ils doivent du coup mesurer d'une part l'importance d'avoir suffisamment de matière organique dans un sol, mais aussi ils réalisent la difficulté d'avoir suffisamment de matière organique, surtout lorsqu'on a beaucoup d'argile. Mais on pourra y revenir avec certains, si vous voulez, plus tard. Je vais continuer du coup l'exposé. Voilà, et un sol en bonne santé, bon, allez, admettons qu'il est entre 20 et 25% pour ce ratio matière organique sur argile, eh bien du coup, c'est un sol qui stockera beaucoup mieux l'eau, mais tout ça, c'est largement démontré, hein. Mais je peux comprendre que pour certains agriculteurs, ça soit parfois difficile à concevoir, mais on peut améliorer la capacité d'un sol à retenir l'eau en le régénérant, en le transformant, ne serait-ce qu'en permettant aux racines de descendre plus profondément dans un sol. Mais là aussi, et d'ailleurs je travaille exactement là-dessus, il faut bien réaliser que parfois et de plus en plus, les racines s'arrêtent vers 40, 50 cm au max. Pourquoi? Parce qu'à force de travailler le sol et de perdre la matière organique, parce que plus on travaille un sol, plus on minéralise la matière organique, donc on perd l'humus, plus le sol est victime de détachement de particules fines dans la couche travaillée. Sur les 15, 20, 25 premiers centimètres travaillés, les particules fines se détachent.
particules dont je parlais au début, hein, les limons fins, les argiles. Et ces particules fines qui sont détachées, elles descendent à chaque travail du sol. Elles descendent encore plus loin, plus profondément, lorsqu'il pleut, parce qu'elles descendent avec l'eau. Mais à un moment donné, il n'y a plus assez de porosité pour laisser passer l'eau avec ces particules fines, donc ça s'arrête. Et là, c'est comme un bouchon sur la route, hein. Les premières voitures qui s'arrêtent, ben, celles qui viennent derrière s'arrêtent aussi. Ben, les particules fines qui descendent, les premières qui s'arrêtent, empêchent les suivantes qui viennent derrière de passer. Et j'ai des photos qui me démontrent ça, et on voit la porosité petit à petit se colmater, et vers 40-50 cm, parfois 35, vous avez un horizon qui est complètement colmaté, très compact. Les racines ne passent plus, et parfois l'eau ne passe plus. Et ça, on s'en rend compte aujourd'hui. Du coup, lorsqu'on régénère un sol, c'est long, mais on peut faire disparaître cette zone de colmatage, cette zone très compactée, et les racines peuvent à nouveau la traverser. Et rien que ce phénomène-là, l'augmentation de la profondeur d'enracinement des racines, enfin des plantes plutôt, ça va permettre d'augmenter ce que l'on appelle le RUM, réservoir utile maximum d'un sol. Donc ça va permettre aux cultures de mieux supporter les périodes de sécheresse en été. Voilà, donc ça c'est le premier point que vous voyez sur la gauche. Donc ça améliore la capacité productive. Enfin non, ça va être la résultante de tout ça. Voilà. Deuxième point, ça va permettre de capturer le carbone du sol sous forme de matière organique, d'humus, hein, je l'ai dit tout à l'heure. C'est bon pour le climat aussi, ça fait moins de CO2 dans l'atmosphère. Je ne vais pas donner les chiffres parce que je vais le dire de façon très simple. Il a été calculé que si toutes les surfaces agricoles du monde, par un miracle qui malheureusement n'arrivera pas, je le crains, étaient gérées de façon agroécologique là aujourd'hui et de façon optimale, on pourrait stocker d'ici à 2100 suffisamment de carbone dans les sols, mais aussi dans les arbres, parce que on se mettrait à faire de l'agroforesterie, hein. Donc, régénération des sols, régénération des agroécosystèmes avec mise en place de haies, d'arbres, agroforesterie. On pourrait stocker suffisamment de carbone pour redescendre en termes de concentration en gaz carbonique dans l'atmosphère en dessous de ce qu'était cette concentration en CO2 avant le début de l'ère industrielle à la fin du XVIIIe siècle. Enfin, ça serait possible. En théorie, mais mettre en musique les agricultures du monde pour y arriver, c'est une autre histoire. Donc je crains qu'on n'y arrive pas, quoi. Bon, troisième fonction, j'en ai parlé, hein, c'est la fonction réservoir de biodiversité. Et enfin, le troisième service écosystémique support, c'est la capacité productive des agroécosystèmes. Bon voilà, donc ça permettrait d'augmenter la capacité productive des agroécosystèmes en utilisant moins d'engrais, moins de produits phyto, parce que des plantes qui poussent sur des sols en bonne santé, ça permet d'avoir des plantes naturellement en bonne santé qui peuvent plus facilement se passer de traitements insecticides et surtout fongicides. Et ça, on l'a démontré dans une thèse qui vient d'être passée au labo. On comparait la même culture à la base, le même blé, la même variété. D'une part, cultivé sur sol en cours de régénération, d'autre part sur un sol conventionnel. Et à droite, vous avez ces deux types de sols, hein. À gauche, régénération des sols. À droite, agriculture conventionnelle avec beaucoup de travail du sol. À gauche, il n'y a plus de travail du sol. Et ce sont les trois principes de l'agriculture de conservation qui sont appliqués. Eh bien là, vous voyez ne serait-ce que la capacité à laisser l'eau descendre. Vous voyez qu'à gauche, il n'y a pas de problème. À droite, il y a quelques problèmes. Et les plantes à gauche ont tendance à être naturellement en bonne santé et plus en meilleure santé par rapport à ce qu'elles sont, en tout cas, à ce qu'elles sont à droite. Et donc, nous avions 22 couples de parcelles, comme ce que vous voyez à droite, hein. Agriculture de régénération versus agriculture conventionnelle, 22 fois ça entre Angoulême et Tours. Et nous avons montré qu'effectivement, lorsque on cessait de protéger les cultures des ravageurs et des maladies, ben, la culture de gauche s'en sort beaucoup mieux que la culture de droite. Voilà.
Donc effectivement, on a démontré que les plantes qui poussent sur des sols en bonne santé sont elles-mêmes en meilleure santé. Voilà, ça permettrait de stocker du carbone, je l'ai dit, la fonction de diversité Donc, il biologique. sera intéressant au fil de l'exposé que tu précises, si tu veux bien, les notions d'agriculture régénérative, agriculture de zéro conservation, agriculture de Oui, conservation des sols, zéro oui, labour, etc. oui. Bah alors, le problème, c'est que tout se tient à l'agronomie, il faudrait parler de tout en même temps. Mais alors, je le fais. L'agriculture régénératrice, c'est qui régénère, alors quoi? Qui régénère son outil de travail. Voilà. Et l'outil de travail de l'agriculture, c'est le sol. Alors, on commence par, la première chose, par parler de régénération du sol. Et puis, et grosso modo, la régénération du sol, c'est restaurer les services écosystémiques délivrés par le sol. J'en ai parlé, je les ai présentés à la diapo précédente. Euh, et c'est régénérer finalement plus que le sol. Donc c'est les infrastructures agroécologiques à la surface du sol. Donc ça va être les haies, les friches, enfin les prairies naturelles Oui. plutôt. Voilà. Donc tous les éléments naturels à la surface du sol qui vont être des réservoirs de biodiversité utiles aussi. Jusqu'à maintenant, je vous ai parlé de biodiversité utile dans le sol, mais il y en a aussi à la surface du sol et au-dessus du sol, jusqu'aux oiseaux, hein. Évidemment, il y a des oiseaux qui sont ravageurs, hein, tout ce qui est pigeons, corbeaux, ça peut mettre en l'air un semis de tournesol, mais ça c'est évident. Mais il y a aussi beaucoup d'oiseaux qui rendent des services. Alors on le voit davantage en vigne et en arbo, hein, tous ces petits oiseaux insectivores qui mangent les chenilles. Voilà, mais il y a aussi plein d'insectes. Des insectes, au début de ma carrière, je travaillais là-dessus, des insectes qui vont manger, parasiter des ravageurs des cultures. Voilà. Et tous ces organismes utiles dans le sol, au-dessus du sol, ont besoin de niches écologiques. Et ces niches écologiques, bah, dans le sol, c'est un sol en bonne santé. Et au-dessus du sol, de temps en temps, ça va être la culture. Mais 9 fois sur 10, un insecte utile, il a besoin de sortir de la culture pour aller se protéger dans une lisière, dans une haie, dans une prairie, etc. Bon, voilà. Donc l'agriculture régénératrice, c'est régénérer toutes ces fonctions écologiques du sol et au-dessus du sol, de façon à héberger la biodiversité qui va rendre énormément de services écosystémiques. Et lorsque tout ça fonctionne très bien dans une exploitation agricole, je vous assure, aujourd'hui, on a énormément de preuves comme quoi ça marche et les agriculteurs travaillent plus facilement en dépensant moins d'intrants et en travaillant moins. Ça marche, mais ça met des années à se mettre en place. Voilà, c'est pas facile à mettre en place, mais c'est faisable. Et surtout, il faut pas rester tout seul dans son coin. Il faut que les agriculteurs n'hésitent pas à demander conseil. Et maintenant, il commence à y avoir pas mal de compétences en agroécologie, un petit peu partout, j'allais dire, dans tous les instituts, enfin, tous les organismes d'accompagnement des agriculteurs, quoi.